Mesdames et messieurs, bonjour. Merci et bienvenue à cet entretien. Il est un grand artisan du monde diplomatique au Bénin. Il a joué d'importants rôles dans la coopération entre notre pays, le Bénin, et d'autres pays du monde, notamment avec le Japon. Rare sur les écrans, celui qu'il me plaît d'appeler le plus japonais des Béninois me reçoit ce jour chez lui, ici à Dassazomé. Son Excellence, Monsieur Dessous-Cirque Ruffin Zomaou. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous étiez l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près le Japon. Et une fois encore, merci de nous recevoir ici. Le Bénin vient de sortir de la commémoration de sa 65e fête de l'indépendance. Est-ce que vous avez un message à cette occasion à l'endroit de vos compatriotes? Merci infiniment, cher journaliste. Ce 1er août 2025 fut un moment pour moi de grande réflexion. Parce que un être humain qui a 65 ans est suffisamment mûr pour faire le point, disons, de sa vie sur cette terre. Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous parle présentement. La fête, eh bien, que nous avons célébrée et qui a commencé d'ailleurs depuis l'arrivée aux affaires de l'ancien président de la République à la personne de son ancien président Hubert Maga, jusqu'à l'arrivée en 2016 de Talon, Patrice Talon. Eh bien, quand nous ressassons cette période-là, en passant par certaines grandes figures, disons, tels le président Kérékou Mathieu, le président de son Excellence le docteur Yahya Bonnet, eh bien, je réalise que nous avons parcouru un très long trajet, un grand chemin. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et particulièrement, j'ai été un peu surpris en 2016, bientôt 10 ans, d'entendre parler de ce vocable appelé la rupture. J'ai eu l'insigne honneur d'échanger avec le feu professeur Albert Thévoïdret, et qui me disait en 2018 que lui-même ne savait pas ce qui l'a poussé dans cette histoire de la rupture, et qu'il regrette amèrement d'avoir soutenu cette politique dénommée la rupture en 2016. Bien, je pense que avec la célébration de cette fête le 1er août 2025, nous réalisons que le professeur Albert Thévoïdret avait bel et bien raison en disant que dans une administration publique, en tout cas à ma connaissance, comme lui l'a affirmé, dans une administration publique, il est vraiment insignifiant de parler d'une rupture dans une administration publique. C'est toujours la continuité d'une administration publique. On peut améliorer ses performances. Tout régime est appelé à améliorer ses performances lors de sa gestion du pouvoir d'État. Mais aller jusqu'à parler de la rupture, c'est vraiment un thème surprenant. Et je pense que tout intellectuel et lettré qui a géré les affaires publiques doivent se freiner d'utiliser ce vocable-là. Au-delà de ce vocable dont vous parlez, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, durant cette fête d'indépendance, en prélude à cette fête d'ailleurs, le chef de l'État a rencontré les jeunes et il a dit qu'on devait mettre les connotations de chapelle politique de côté pour se mettre ensemble, pour construire le pays ensemble. De même, il a dit aussi qu'il a le sentiment de devoir bien accompli, de la bonne foi, mais que dans sa bonne foi, il se trompe souvent, si je
peux reprendre le mot du chef de l'État. Du coup, il demande que le peuple béninois lui pardonne ses imperfections. Qu'est-ce qui vous inspire ces propos du président de la République? Mieux vaut tard que jamais. Il est heureux d'apprendre de la bouche du président Patrice Attalès Guillaume, qui le reconnaît avoir commis certaines erreurs. Parce que nous, on a été choqués quand il nous traitait de pays, disons, de désert de compétences. On était choqués. Bon, mais comme nous sommes un pays pacifique et que nous pardonnons, le peuple béninois connaît le sens du pardon. Nous l'avons pardonné. Déjà depuis l'avènement de ce régime dit de la rupture, le peuple béninois lui a pardonné, et moi-même particulièrement, je l'ai pardonné. Il n'y a rien de construire des ponts et chaussées, des hôtels, des Amazones, des guerriers et consorts, sans mettre l'homme au milieu de sa politique. Toute politique, eh bien, doit avoir en son sein, ou bien doit placer l'homme au premier chef. Malheureusement. Mais cela, il faut reconnaître que grâce à l'érection de ces infrastructures au Bénin aujourd'hui, il y a l'attraction des touristes dans notre pays. Non, c'est tout à fait le contraire. Je suis résident permanent en Asie. Je suis le premier sinologue africain noir au sud du Sahara depuis 1993 et je suis un japonologue depuis 1996. Dans la plupart des pays d'Asie, notamment au Japon, le Bénin est placé sur la liste pas jaune, mais entre le jaune et le rouge. C'est-à-dire que c'est un pays dangereux. C'est-à-dire un pays où le gouvernement du Japon, l'État du Japon n'encourage pas ses compatriotes à effectuer un quelconque tourisme disons, dans un pays appelé le Bénin. Donc, à partir de ce moment, s'il vous plaît, chers journalistes, il ne faut pas abattir le peuple béninois. En un mot, ces infrastructures n'attirent à rien, tous les touristes, surtout des pays sérieux. C'est le moment d'en prendre conscience et puis d'adopter une nouvelle politique de développement national qui doit mettre l'homme au sein, au milieu de sa politique donc de développement national. C'est aussi clair, c'est aussi simple que ça. Vous parliez tantôt de l'élan diplomatique engagé par son Excellence le président, l'ancien président de la République, Dr Boni Yayi, depuis 2006. Et je profite pour rappeler que il vous a confié le 29 décembre 2011 le portefeuille de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près le Japon. Dites-nous un peu en quoi consiste ce portefeuille, ces fonctions que le chef de l'État d'alors a bien voulu plutôt vous confier. Effectivement, il faut avouer que depuis l'arrivée au pouvoir du docteur Yayi Boni le 6 avril 2006, mon destin était tel que j'ai eu l'occasion d'avoir été encore reconduit comme conseiller spécial chargé, un conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires économiques dans les pays de l'Asie et du Pacifique. J'étais pratiquement parmi les deux premiers. C'était après moi qui était arrivé donc l'ancien premier, c'est le Zissou. Sinon qu'avant cela, le général Kékou Mathieu m'avait désigné déjà depuis avril 2004 comme son conseiller spécial chargé des affaires économiques en Asie et dans le Pacifique. Eh bien, l'arrivée du docteur Yayi Boni, qui avait été, comme je l'ai dit tantôt, caractérisé en ce qui concerne la diplomatie par l'offensive diplomatique dans tout le monde entier, pas seulement en Asie, dans le Pacifique. Cette politique-là était telle que le Bénin, dans tous les domaines, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient historiques, surtout politiques, diplomatiques, économiques et sociales, devait connaître, disons, un rebondissement, disons, c'est-à-dire, oui, un rebondissement fulgurant, eh bien, de développement intégral de notre pays. Après avoir joué ce rôle de conseiller spécial du président, du docteur Yayi Boni de 2006 à 2011, eh bien, je remercie Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, qui a eu
cette bonne volonté d'inspirer le docteur Ebouné de me désigner comme l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près le Japon, une grande puissance mondiale. Dans des pays de G7, notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, et puis l'Allemagne et l'Italie. Quel était votre cahier de charge? Ma feuille de route était claire, que la présence du Japon se sente bien dans tous les secteurs de développement de notre pays. Est-ce que ça a été le cas? C'est à là qu'on vous reconnaîtra. Hein? Donc, c'est la philosophie, je pense, qui a guidé le docteur Ebouné à me désigner comme l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Japon, où j'ai présenté mes lettres de créance à l'empereur Akihito, le 2 août 2012 à Tokyo, au Japon. Le premier des services que je lui ai demandé, j'ai dit, Son Altesse, l'actuel responsable du Bénin à la personne du docteur Ebouné, me charge de vous inviter, disons, en Afrique notamment, au Bénin. Je vous dirai dans les détails les retombées positives de cette requête que m'avait confiée le docteur Ebouné et que j'avais présentée finalement au Premier ministre d'alors, c'est-à-dire le Premier ministre Noda. Après la cérémonie de présentation de l'aide de créance, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères et très tôt, le docteur Ebouné, qui avait déjà, durant son premier mandat, œuvré avec mes propositions, le docteur Ebouné qui avait déjà accepté de tout faire pour que le Japon ouvre son ambassade au Bénin, durant son premier mandat, ce qui fut fait le 1er janvier 2010, au moment où le Japon n'avait qu'une vingtaine de sa représentation diplomatique sur tout le continent africain. Donc, c'est grâce au président Kérékou Mathieu que nous avons eu l'ambassade du Bénin près du Japon depuis le 18 novembre 2002. Le président Kérékou, en ouvrant l'ambassade du Bénin au Japon, c'était pour attirer la présence des Japonais. Malheureusement, bon, ça n'a pas pris. Et c'est 4 ans après, c'est-à-dire en 2006, qu'avec l'engagement du docteur Ebouné, le Japon s'est déplacé finalement, où le Bénin n'était plus appelé à se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour obtenir, disons, quelques visas avant de se rendre au pays du soleil levant. C'est-à-dire que le 1er janvier 2010, nous avons eu ce joyau vraiment stratégique dénommé ambassade du Japon près du Bénin. Ça, le peuple bénin doit le savoir parce que souvent, bon, nous faisons fi de notre propre histoire. Je ne dirais pas que c'est l'ingratitude, mais sans le docteur Ebouné, le Japon n'aurait jamais été physiquement présent au Bénin, en tout cas de sitôt. Et c'est ainsi que nous avons continué. Et le docteur Ebouné m'a chargé de tout faire pour que le Bénin, enfin, le Japon intervienne dans tous les secteurs, en commençant par d'abord la formation des ressources humaines dans tous les domaines. Et que vous souvenez que tous les ans, environ 50 volontaires japonais, de jeunes japonais arrivaient au Bénin pour dispenser des cours dans tous les domaines, techniques, sociales, etc. Et ces jeunes volontaires étaient répartis sur toute l'étendue du territoire national. Disons, une forte concentration dans la partie méridionale. Le docteur Kama a œuvré pour que les Japonais se sentent à l'aise sur toutes les territoires nationales. Dans le domaine de l'éducation, les Japonais ont commencé par se manifester timidement jusqu'au renouveau démocratique en 90. On a continué avec ça jusqu'à l'arrivée du docteur Ebouné en 2006. Qui a mis un accent particulier sur l'éducation de nos enfants, parce que le taux de scolarité avoisinait à peine, disons, 41 à 42% en 2006. Dès son arrivée, on a tout... Il y a
il y a eu accroissement, il y a eu la création de plus de 3000 écoles primaires dans les villages. Et le docteur Ibrahim m'avait chargé, eh bien, à travers le pays. à travers tout le Bénin, hein, les villes, les campagnes, les villages, eh bien, beaucoup ont connu eh bien, de la création d'écoles primaires pour la formation donc, de nos enfants, c'est-à-dire la scolarisation de nos enfants. Et dès lors, dans ma feuille de route, il était mentionné clairement que le Japon nous soutienne dans la construction donc, de ces joyaux, de ces écoles primaires, hein, de ces salles de classe, ce qui fut fait sur tout, et là, c'est là qu'il faut apprécier cette politique de développement qui place l'homme au centre de ces actions. Et c'est ainsi que, eh bien, le Japon a multiplié eh bien, la construction des écoles primaires sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est ainsi que moi, dès que j'ai fini donc de présenter mes lettres de créance, eh bien, le Japon a envoyé une mission pour, disons, la construction de 1200 à 1300 salles de classe dans la Donga et la Takora. Hein, et la construction de milliers de salles de classe eh bien, dans le Borgou et l'Alibori. Et cela, nous sommes descendus progressivement vers le septentrion parce que, vous vous souvenez que depuis la colonisation, ou bien depuis l'indépendance, il y a eu le développement économique et industriel du Bénin au profit de la partie méridionale, c'est-à-dire dans le sud du Bénin, au détriment du nord du Bénin qui commence par Achéribé, hein, jusqu'au deux nord. Il a fallu donc cette politique adoptée par le gouvernement du docteur Yahi Bonnet et qui m'a demandé de tout faire pour que le Bénin appuie le Bénin le Japon appuie le Bénin dans la construction et bien des infrastructures scolaires, surtout dans le primaire. Et cela a apporté à plus de 80% le taux de scolarisation et bien des enfants du Bénin. Et voilà, c'est ce qu'on appelle eh bien, une politique sociale bien réfléchie. Hein? Aujourd'hui, nous constatons amèrement que ce ne sont que les parents, qui sont financièrement ou bien matériellement riches, hein, qui envoient leurs enfants à l'école. Les pauvres n'ont plus de moyens financiers et matériels d'envoyer leurs enfants à l'école, malheureusement. Vous êtes dans la comparaison, là? Oui, non, je dis, c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Les chiffres, les preuves sont là, les archives sont là, on peut les consulter. Depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à nos jours, en 2025, il n'y a eu que la période de 2006 à 2016 qu'il y a eu accroissement de la construction de gigantesques bâtiments, hein, au profit de l'école primaire du Bénin et surtout d'une forte scolarisation des enfants, hein, des campagnes, des villages, des centres urbains aussi évidemment, hein, dans nos écoles. Mais excellence, dans ces dernières sorties, le porte-parole du gouvernement qui est en train de finir ses 10 ans a rappelé que le régime a également aussi investi dans ce domaine. Vous ne semblez pas dire la même chose. Non, pas du tout. On ne peut pas, le porte-parole Oumbédi, dans cette déclaration, lui-même sait dans son âme et conscience que c'est une politique que moi je qualifie de politicienne. Mais allons sur le terrain pour constater le nombre d'écoles primaires construites par le régime dit de la rupture, c'est-à-dire de 2016 à nos jours, et comparons donc ce nombre d'écoles, d'infrastructures scolaires là, disons, construites disons, par les régimes précédents. C'est simple, il ne suffit pas, même un aveugle, disons, peut faire ce constat-là. Bref. Et donc, il y a eu construction ou multiplication des salles de classe, multiplication donc de la construction, ouverture de nombreuses écoles primaires sur toute l'étendue du territoire national, de 2006 à 2016, surtout dans ma feuille de route, comme avait demandé, eh bien, de donner des chiffres, les images, qui permettent d'aller sur le terrain et constater donc de visu, eh bien, ces infrastructures scolaires. Et nous avons
ensuite la construction, c'est très important, tout au moins de l'école normale des institutions de Djougou. L'école normale... C'est un fruit du partenariat Japon-Bénin dans le secteur de l'éducation. Ah oui. Quel pays, quelle grande puissance mondiale nous a offert ce joyau-là, à part le Canada qui, dans les années 72, 73, a doté de notre université. Moi, j'ai fréquenté l'université nationale du Bénin, et non UAC. Non. Bref. Alors, donc, seul le Japon a pris cette initiative de financer ce projet très cher au docteur Ebonné et qui consistait à la construction d'une école de formation des instituteurs. Vous voyez cette volonté vraiment affichée du gouvernement du docteur Ebonné pour, disons, que nos enseignants dans le primaire soient bien formés et qu'on constate une qualité dans la formation du Béninois de type nouveau, longtemps prôné par les régimes précédents, notamment de la Révolution et consorts. Bref, il s'agit des chiffres, il s'agit des infrastructures, il s'agit du développement de l'être humain, du peuple béninois, du citoyen béninois. Dans ce secteur d'éducation, il n'y a pas comparaison, il n'y a pas match. Donc, quand vous me parlez des déclarations de peuple par le gouvernement, je dis, il faut être, si vous n'êtes pas bien informé, les gens vont vous assujettir, ils vont vous abattir. Il faut être bien formé. Aller sur le terrain et faire des constats. Donc, cette déclaration n'engage que la refuge. Nous avons donc la construction des écoles primaires, la multiplication, l'ouverture de beaucoup d'écoles primaires. Nous avons la construction de beaucoup de salles de classe, l'équipement de ces écoles primaires en matériel didactique, et ensuite la construction d'écoles normales des instituteurs de Djougou dans la Tonga. Et nous avons aussi la formation, beaucoup d'enseignants béninois dans tous les secteurs, notamment dans les sous-secteurs de l'éducation. Le primaire, le secondaire et puis le supérieur, qui ont été envoyés au pays du soleil levant pour leur perfectionnement. Et voilà les chiffres et les bénéficiaires qui sont, bon nombre sont encore vivants, même si beaucoup sont décédés depuis l'avènement de la rupture en 2016. Beaucoup, je dis beaucoup, il faut parler sur la base des chiffres. Voilà. À suivre votre développement, monsieur l'ambassadeur, oui. Vous avez tergiversé sur le secteur de l'éducation. Oui. Voulez-vous dire que la coopération entre le Japon et le Bénin a été juste circonscrite au niveau du secteur de l'éducation? Nous avons le secteur de la santé. Au niveau du secteur de la santé. Informez-nous un peu des retombées. Le Japon, en tout cas, dans ma feuille de route, le Japon a pris en charge l'achèvement, l'équipement de l'OMEL, l'hôpital de la mère et de l'enfant, à Cotonou, à coût de plus de 6 milliards de nos francs. Et tout ça, c'était des dons, sans parler des KR1, des KR2, c'est-à-dire l'appui en matière agricole du Japon pour la mécanisation de notre agriculture. Et c'est sous le régime donc, du docteur Ebonné que nous avons bénéficié de ces dons et non de prêts. Nous avons, dans le domaine de la santé par exemple, après la construction donc, de l'équipement de l'OMEL, nous avons ce qui était contenu dans ma feuille de route, que le docteur Ebonné m'a remise avant mon départ pour le Japon, officiellement. Donc, il y a l'OMEL. Il y a maintenant, tenez-vous tranquille, la construction des hôpitaux de zone, et notamment la construction de l'hôpital de zone d'Alada. Le Japon n'a pas construit un hôpital prenons le cas même tout simplement des pays de la CEDEAO. Allez vous renseigner, dans quel pays le Japon a construit un hôpital de zone? Ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Bénin. Ça, c'est ce qu'on appelle le dynamisme, c'est ce qu'on appelle l'offensive diplomatique. Le Japon, avec le Bénin a réussi à convaincre le Japon pour la construction de cet hôpital de zone à Alada, et qui est l'un des mieux équipés de la sous-région ouest africaine.
Quand on me vante l'hôpital, les infrastructures de l'hôpital de Calavi, je sais pas, Chic, je sais pas quoi, ou c'est Chac ou Chic, bon, je dis, je souris souvent, je dis, écoutez, il faut être borné pour savoir que cet hôpital n'avait pas été prévu et que les financements n'étaient pas en voie d'être mobilisés, ou c'était même une grande partie était mobilisée pour construire cet hôpital de référence à Calavi. Et je me souviens très bien que lors de la seconde visite d'État du Dr Eboni au Japon du 27 février au 2 mars 2013, le Dr Eboni a parlé de la construction de l'hôpital de référence. Ce qui était adopté par le Japon, parce que j'étais ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire en poste. Il y avait les officiels du Bénin, l'ancien Dazok Fayomi, puis à son âme, avec eux, aux affaires étrangères, nous avons préparé tout ce dossier-là pour la construction de l'hôpital de référence. Est-ce que ça s'est matérialisé? Mais nous sommes dans une administration, le temps eh bien de commencer par construire le temps donc de faire l'étude de terrain, oui. L'étude de faisabilité, voilà, de ce plan de référence. Eh bien, le régime est allé à son terme. Bon, le régime est allé à son terme. Mais ça doit continuer. Est-ce qu'aujourd'hui ça fait? Non, vous parlez de la rupture, monsieur le journaliste. Vous parlez de la rupture. Et pire encore, lorsque la rupture est arrivée, la rupture a fait sursoir, a fait arrêter les grands travaux. Ou par exemple, je donne un exemple, dans le domaine des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, des collines de façon générale, et de Dassa Glazoué pour la première phase, eh bien, le gouvernement de la rupture avait demandé eh bien, l'arrêt de ces travaux-là, ce qui a amené la mort, le décès d'un ingénieur japonais ici à Dassa Zomé, ce que j'ai géré difficilement là-bas au Japon. Parce que le japonais par essence, c'est un travailleur. Le japonais, ce qui le qualifie, c'est le travail. Lui ne peut pas vivre pendant 72 heures sans travailler. Ça, c'est pas japonais, ça. C'est pas un vrai samouraï, ça. Donc, les gens, ces ingénieurs ont consenti un grand sacrifice pour, eh bien, construire notre pays, le Bénin. Différentes institutions, donc, des deux autorités japonaises et béninoises. Bon, ils arrivent, on commence les activités depuis le 16 mars 2016, sous le régime du docteur Yaeboni, et les travaux ont déjà commencé. Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme que j'apprends sur les réseaux sociaux que c'est la rupture qui a construit les châteaux de Dassa Zomé et de Glazoué, alors que la rupture n'est jamais allée au Japon. 2016, la première visite de la rupture au Japon, c'était à la TICAD 7. C'est-à-dire en 2019. Dans votre développement, vous semblez vous inscrire en faux des dernières déclarations du porte-parole du gouvernement. Je veux parler de M. Léandre Humbedji, puisqu'il a indiqué que avant l'arrivée de la rupture, le taux de couverture en eau potable en milieu rural était à l'ordre de 42% et que aujourd'hui, la rupture l'a ramené à plus de 80%. Faux. Ah bon? Archi faux. Moi, je suis le témoin oculaire de la situation d'approvisionnement en eau potable des populations rurales et de certaines populations en milieu urbain, au Bénin ici. Alors je dis archi faux. Parlons des chiffres. Moi, je suis un témoin oculaire. En tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin pour le Japon, le docteur Eboni, lors de sa première visite, pas officielle, seulement visite d'État, parce qu'il y a trois sortes de visites, des visites privées, des visites officielles et les visites d'État. Le président Talon n'est jamais allé au Japon en visite d'État. Après plus de bientôt 10 ans. Non, n'est pas n'importe qui est invité au Japon en visite d'État. Bref, ce que je disais est que l'accès à l'eau potable des populations du Bénin en 2000, en tout cas, moi je présentais mes lettres de créance là, à l'empereur du Japon. À l'arrivée donc du docteur Eboni aux affaires, la couverture en eau potable au Bénin, c'était compris entre 20 et 23% en 2006. Il a fallu
l'arrivée du docteur Eboni aux affaires pour que... pour ramener ça à 42 seulement. Non, pas 42. Je dis bien, nous étions à près de 70%. Contrairement à ce qu'a déclaré. Oui, les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement sont des chiffres fantaisistes. Je constate que la rupture s'est approprié beaucoup de projets déjà réalisés ou bien des projets pour lesquels les financements ont été déjà mobilisés par le régime de Dr Eboni de 2006 à 2016. C'est le triste constat. Sinon, qu'on ne peut pas me dire, moi je suis de des collines et j'ai souffert d'une maladie qu'on appelle la verre de Guinée. On buvait une eau qui avait la couleur grise. Avant l'approvisionnement en eau potable des deux communes de Dassa et de Glazoué, le Japon, il faut avouer, n'a jamais construit des châteaux en milieu urbain. C'est seulement sous le docteur Eboni que le Japon a accepté de financer à titre gratuit, ce n'était pas avec un prêt. Le Japon nous a accordé 6 milliards 700 millions après son appui pour la construction de ces deux châteaux de Glazoué et d'Assa à hauteur de 6 milliards 700 millions. C'était signé en 2013. Et c'était sur insistance du docteur Eboni lors de sa deuxième visite d'État. J'étais solide et j'ai eu un témoin oculaire alors que ce porte-parole nous vient montrer les chiffres, c'est-à-dire qu'on aille dans les archives, parce que l'administration, c'est une continuité, et qu'il a dans les archives qui nous montre les chiffres. C'est archi faux. Donc, le Bénin était en 2016 à plus de 68% en matière de couverture d'eau. Sur les territoires Et non 42. Je reviens encore sur un volet des déclarations récentes du régime en place qui a indiqué que ici à Dassa, chez vous, il n'y avait pas de l'eau à boire. Pourtant, vous avez fait tout ce temps aux côtés du docteur Boni Yayi qui place l'homme au centre donc, de ses actions. Comment ça s'est fait? Et chez vous, vous n'avez pas pu donner de l'eau à vos populations. Et que ce soit donc le régime de la rupture, à son arrivée plutôt, qui s'est évertué pour trouver de l'eau à boire à vos frères et sœurs de Dassa. Est-ce que vous voulez que je continue toujours de dire la vérité? La vérité vaut toujours. En octobre 2016, j'ai suivi sur le RTB, lors de mes descentes au Bénin, l'intervention de l'ancien maire de Dassa, la personne de Fayon Kotiamé-Nikez. J'étais tombé des nues. Et il disait que l'approvisionnement en eau potable de la ville de Dassa-Zoumé est désormais une réalité du régime dit de la rupture du président Talon. Je dis, mais c'est pas vrai. J'ai fait un effort pour le rencontrer et lui demander, mais monsieur le maire, ancien conseiller technique du président Yayi Boni, monsieur le maire, ancien DG de la SONAPRA, monsieur le maire, ancien ministre des Transports, monsieur le maire, ancien député à l'Assemblée nationale, sur la liste FCBE du docteur Eboni. Vous avez gravé, vous voyez, tous les échelons. Vous êtes conscient de votre déclaration là? Je l'ai rencontré en tête à tête. Vous êtes conscient de votre déclaration là? Il dit, mon frère, il faut que je dise ça pour continuer à rester à mon poste de maire. Si je ne dis pas ça, on va m'enlever. Allez diviser ça dans tout le monde entier. Et qui vient me prouver le contraire. Voilà toute la vérité. Que vous me dites, le porte-parole du gouvernement ne reconnaîtra jamais. Donc, il y a trop de mensonges. C'est dommage. Il faut que je mente pour que je sois à mon poste. Ou bien pour que on me nomme. Je dois mentir. Ils le savent. Ils sont pleins autour du président Talon là. Depuis 1996 jusqu'en 2006 là, le gouvernement de Général Mathieu Kérékou n'a pas réussi à mettre ce projet là parmi les 10 projets prioritaires pour lesquels le Bénin cherchait des financements en Asie, notamment en Chine ou bien au Japon. Il a fallu l'arrivée du docteur Eboni au pouvoir en 2006 pour que je reprenne ce même combat, ce dossier. En temps, souvenez-vous que je construisais déjà des fois depuis là, dans les villages, dans tous les villages, surtout dans les pays, Maki, Tchanka, j'étais à Tchanka, j'étais à Betekoukou, j'étais partout où j'avais mis 100 millions. Ça criait gare. Je disais tantôt que depuis 2006, que le docteur Eboni a été démocratiquement élu à plus de 75%, que le président a adopté cette politique d'approvisionnement en eau potable des zones rurales du Bénin et des centres urbains aussi.
Alors, le Japon, les pays scandinaves, qui, entre-temps, depuis, finançaient aussi la construction de certains points d'eau dans tout le Bénin, mais c'était insuffisant. Et il a fallu que le docteur Ebele arrive aux affaires pour qu'il prenne ce dossier-là en main et qu'il batte campagne auprès, et qu'il demande donc auprès des pays amis et frères pour qu'on assiste à la multiplication de certains pays, à l'intervention de certains pays occidentaux et d'Asie là, pour l'approvisionnement en eau potable donc, des zones rurales et urbaines du Bénin. C'est ainsi que, en 2016, donc après 10 ans de pouvoir, le Japon a financé jusqu'à la phase 7-8. Phase 8, 7 et 8. On était entre les négociations de la phase 8 quand le régime de la rupture survint. Alors, l'approvisionnement en eau potable des zones rurales du Bénin, c'était une politique acceptée par le Japon, par exemple. Et le Japon construisait des forages depuis un peu partout du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tout le territoire national. Mais le Japon, dans sa politique d'approvisionnement en eau potable, là, n'a jamais financé le chef-lieu d'une commune, parce que c'est considéré comme un centre urbain. Ouais, ouais. Alors, le docteur Ebele, en 2013, a demandé au Premier ministre d'alors, Abe Shinzo, qu'à titre exceptionnel, les collines soient approvisionnées aussi en eau potable. Le Premier ministre d'alors, Abe Shinzo, a dit non, nous sommes aussi dans les collines. Et il dit, le docteur Ebele qui dit non, parce que même dans les centres urbains, les populations manquent cruellement d'eau potable. C'est ainsi qu'à titre exceptionnel, le Japon n'a jamais financé le Bénin en matière d'approvisionnement en eau potable des centres humains. Non, c'est sur insistance du docteur Ebele que le premier d'alors, j'étais ambassadeur, je prenais note. Je me souviens de ce 1er juin 2013 à Yokohama. Le premier japonais a dit, bon, et cher responsable de la JICA, cher ministre des Affaires étrangères, eh bien, apprêtez-vous, vous allez prendre ce dossier-là à main. Envoyer notre ambassadeur sur le terrain pour faire le constat. JICA, envoyez vos éléments sur le terrain pour l'étude de faisabilité de l'approvisionnement en eau potable de Dassa Glazoué, phase numéro 1, à coût de 6,7 milliards, et de Savalou Banté, phase numéro 2, à coût de plus de 9 milliards de francs CFA. Et enfin, la troisième phase, USA, et ça va à plus de 11 milliards. Parce que plus on évolue vers le nord, plus, à partir de Dassa, plus vous avez les roches qui ne permettaient pas aux populations eh bien, de trouver facilement d'eau potable. Donc, c'était déjà programmé depuis 2013, sur insistance. C'était un programme. C'est-à-dire que le président Yabone avait insisté beaucoup, c'était, excusez-moi le terme, c'était presque mis à genoux pour que l'approvisionnement en eau potable des collines là soit pris en charge par le gouvernement du Japon, d'Abe Shinzo, ancien premier ministre d'alors. Les archives sont là. Aujourd'hui, je suis stupéfait quand j'apprends que c'est la rupture qui a construit le château de Dassa et le château de Glazoué, et qui devrait même continuer pour aussi alimenter certains villages administratifs, tous les villages administratifs même des deux communes. C'est la phase numéro 1. Le président Ebele a insisté, il dit, ambassadeur, descendez, suivez les travaux, faites-moi le point. Je suis venu, et aux affaires étrangères à Cotonou, avec l'ambassadeur japonais appelé Tsukahara, hein, et il y a eu cérémonie de démarrage des travaux de construction de ce château au siège 1 de Dassa-Zomé et dans la commune de Glazoué, et qui devait durer de 2016 à 2018. Pourquoi déjà en octobre 2016, on me dit que c'est la rupture qui a construit le château de Dassa de Glazoué? Il y a des raisons pour que je tombe des nues. Mensonge grossier quand tu nous tiens. Rupture, pardon. Mensonge, non. Dites la vérité. Si vous voulez être apprécié par le peuple béninois, essayez de dire un peu la vérité. Sur la route de Bénéco, à Ouékré, là, du côté droit, c'est là que nous avons commencé, les ingénieurs japonais ont commencé par limiter pour déposer leur matériel de travail. Et les travaux ont effectivement commencé. L'ingénieur principal de ce chantier-là est mort par la suite parce que, malheureusement, en avril
2016, la rupture est arrivée aux affaires et puis les travaux ont été suspendus. Surtout l'étendue du territoire national jusqu'en 2000, jusqu'en 2018, ça a été suspendu. Il a fallu la mort de ce ingénieurs-là pour que le Japon menace, pour dire attention, si vous ne donnez pas le feu vert pour la réalisation pour la continuité de réalisation de ce projet d'approvisionnement en eau potable, David de la phase 1, eh bien, nous serons obligés donc de nous retirer. Bref, c'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on dise de mensonge au peuple. En tout cas, pas à ma présence. Et ensuite, nous avons maintenant de la télécommunication. Le Japon a financé à plus de 350 millions l'équipement de notre ORTB. Le Japon est intervenu dans beaucoup de télécommunications. Nous avons par exemple l'équipement ou bien l'appui financier du centre de déminage de Ouida. À part donc les ressources humaines, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons et maintenant le domaine donc de l'agriculture. D'abord, il faut noter dans ce secteur-là que le docteur Ebonné est venu lors de sa participation en mai 2008 au Japon, demander au Premier ministre Fukuda de mettre tout en œuvre pour que l'aide alimentaire qui avait été suspendue à cause de la politique politicienne menée par certains complices béninois, et le PNUD, cette aide alimentaire avait été coupée sous prétexte que tous les Béninois mangeaient à leur faim, ce qui était archi faux. Donc c'est en mai 2008 que lors de sa participation à la TICAD 4 que le docteur Ebonné a incité pour que cette aide soit reprise, ce qui fut fait. J'étais conseiller spécial à l'époque et j'ai suivi, disons, en tant que conseiller spécial, j'avais aussi ma feuille de route. C'était de mettre tout en œuvre pour que la reprise donc, de cette aide alimentaire soit effective. Nous avons donc repris dans ce secteur-là d'appui à l'aide alimentaire, ce qui a conduit le régime du docteur Ebonné à la création, à l'installation de l'ONASA, où le président Ebonné avait négocié en m'envoyant Madame le ministre des Affaires étrangères d'alors, je parle de 2007, en nous envoyant en Inde, à New Delhi, pour négocier ce projet de mécanisation de notre agriculture. Certains denrées alimentaires étaient subventionnés, les prix étaient subventionnés. Le Japon, dès lors, a entamé sa politique de riz, d'approvisionnement ou bien de don de riz japonais, ce qui était commercialisé, et les fruits servaient à la construction d'infrastructures socio-communautaires. Sur Ebonné, personne ne dormait. Il fallait apporter les résultats directement profitables aux populations. Sinon, mais écoutez, monsieur, vous ne méritez pas votre poste de conseiller spécial, bien votre poste de directeur d'un office ou bien votre poste de ministre. Même les députés étaient appelés à réellement réfléchir profondément pour adopter des lois favorables, disons, à l'évolution donc de ce pays. Bref, je disais tantôt que dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu le KR1, le KR2. Le Japon nous appuyait en matière, dans le domaine de l'approvisionnement en matériel agricole, les engrais consorts, les tracteurs et consorts, pour que notre agriculture soit effectivement développée et que le peuple béninois ne continue plus de recevoir de l'aide alimentaire et que nous nous appuyons sur nos propres efforts, sur nos propres produits vivriers pour nous nourrir convenablement. Par ce secteur-là, nous avons l'ouverture de beaucoup d'ambassades et de consulats du Bénin dans le monde. Je pleure, je continue de pleurer parce que le régime du docteur Ebonné nous a fait courir
et moi m'a fait courir personnellement pour que nous soyons présents dans tous les pays du monde, que nous ayons beaucoup d'amis. C'est ça ce qui attire le tourisme. Ce n'est pas après avoir pavé les voies de la revue, ce n'est pas les touristes vont venir voir l'Amazone en train. Non, c'est pas comme ça, non. Le président Talon devait inviter le peuple béninois à s'asseoir, les cadres béninois à s'asseoir pour réfléchir dès le départ. Malheureusement, nous avons assisté au départ de bon nombre d'intellectuels de notre pays. Bon, heureusement, aujourd'hui, il demande pardon. Nous, on va le pardonner. On le pardonne. Nous avons d'autres secteurs, donc, en matière de diplomatie. Scolaire, diplomatique. Nous a envoyé pour aller ouvrir, préparer et ouvrir l'ambassade, notre représentation diplomatique à New Delhi en Inde. Et nous étions en train de travailler pour l'ouverture de l'ambassade du Bénin en Corée du Sud, l'ambassade du Bénin à Wellington, en Nouvelle-Zélande, l'ambassade du Bénin à Canberra, en Australie. On était très avancés. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces ambassades sont encore en place? On était à la date, du 5 avril 2016, le Bénin avait 36 ambassades et consulats généraux dans le monde. Malheureusement, à l'arrivée du régime de la rupture, il y a eu fermeture radicale d'une vingtaine d'ambassades. Comment pouvons-nous? Nous pouvons fermer notre ambassade sous prétexte que nous ne disposons pas de moyens financiers. Nous pouvons fermer notre ambassade un peu partout, je ne sais pas, un peu partout en Europe, mais en Europe, en Asie, dans le Pacifique, on peut fermer notre ambassade, mais on ne ferme jamais en diplomatie son ambassade, sa représentation diplomatique dans un pays voisin. C'est interdit. Moi, j'ai été, ça je le dis au peuple béninois, j'ai été personnellement blessé quand l'ambassade du Bénin à Niamey avait été au départ programmée sur la liste de celles qui devaient fermer leurs portes. J'ai dit non, monsieur le ministre de la Bonne, ne faites pas ça. Mais c'est dangereux, même si le président Talon veut le faire, allez le voir en tant que ministre des Affaires étrangères. Dites-le, en diplomatie, c'est le BABA. On ne ferme pas son ambassade dans un pays limitrophe, bien dans un pays voisin. C'est dangereux. Vous allez attirer le terrorisme, le djihadisme et tout. Ben, je l'ai dit. Je l'ai dit, il m'a reçu en avril-mai 2016. Et même si le président Talon insiste pour dire qu'il faut fermer, c'est vous, le ministre des Affaires étrangères, qui devez le ramener à la raison pour dire ça ne se fait pas en diplomatie. C'est le BABA. C'est dommage. Il y a trop de gaffes. Oui, Excellence, vous avez parlé des secteurs scolaires, santé, eau, télécommunications, ressources humaines. Je ne vous ai pas entendu aborder les infrastructures. Est-ce à dire que cette coopération... Non, j'en viens, oui. Nous n'avons pas l'exemple. J'ai bien envie d'entendre ça. Dans ma feuille de route, le docteur Bonnet avait demandé, il avait bien écrit qu'il faut absolument le jumelage des villes, des campagnes, des villages du Bénin avec celles du Japon. Ce qui a permis à l'ancien président, Soglo, Dieudonné de Séfort, eh bien, de signer la lettre de jumelage de la ville de Cotonou à la ville de Yokohama, qui était une ville portuaire, comme Cotonou. Et c'était en novembre 2013. Donc, on a signé cet accord de partenariat. Et les choses avaient déjà commencé. Les autorités de la municipalité, eh bien, de Yokohama, vous parliez de jumelage. Entre-temps maire de Cotonou. Entre-temps maire. En tant que président-maire de la ville de Cotonou. D'accord. Je parle de 2013. Oui. Donc, il avait été invité à se rendre au Japon. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le premier président, l'ancien président de Nicéphore Soglo, c'est lui qui a dit en 2014 publiquement sur le RTB, Monsieur Zoumaou, vous êtes le plus japonais de tous les Béninois. Aucune ville africaine n'était jumelée à une ville du Japon. Nous avons été les premiers à le faire. Moi, j'en suis heureux. J'en suis heureux aujourd'hui. Malheureusement, dès l'arrivée de la rupture là, c'est tombé à l'eau. Qui perd? Le peuple. Les 13 millions de Béninois ont perdu. C'est dommage. Sous le régime du docteur Ebony, on n'a connu que de dons. Beaucoup de dons. Le seul prêt négocié pour les grands travaux au Bénin, et dont j'ai été aussi l'un des principaux partisans, oui,
c'est le prêt de la construction de l'échangeur de Godomé. C'était un prêt du gouvernement chinois. Et moi, j'étais conseiller spécial chargé des affaires économiques dans toute l'Asie. Donc le président m'avait instruit, il dit, faites un effort pour que nous soyons déclassés de la catégorie B à la catégorie A. Parce que quand vous êtes dans la catégorie B, vous ne pouvez bénéficier que d'un prêt allant de 350 à 500 millions de dollars américains. Alors qu'on a besoin de plus que cette enveloppe-là pour les grands travaux de construction de l'échangeur de Godomé et de la voie qui quitte Godomé jusqu'à Kasato. Mais cette voie-là construite de façon gratuite. L'échangeur, c'était un prêt allant de 500 à 1 milliard de dollars américains. C'est avec ça que le régime du docteur Eboni avait réalisé la plupart des grands travaux que nous avons aujourd'hui. Pourquoi vous voulez dire alors le mensonge? Pourquoi vous voulez détruire ces infrastructures qui servent si heureusement aux populations, non seulement béninoises, mais aussi étrangères? Donc, moi, je suis témoin oculaire. Je vis dans la zone depuis 38 ans. 38 ans, attention. Attention. Attention à Ombedi et aux garde-fous de la nature. Ils doivent la vérité. Tant que je suis vivant, et je vais rester vivant, et jusqu'à l'éternité, je ne mourrai pas. Vous dites la vérité, poursuivre. Faites-nous le tableau de ce que vous savez du reste de cette coopération. En tout cas, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, vous êtes résident permanent en Asie depuis 38 ans. Alors, dites-nous, quel tableau on peut faire aujourd'hui du reste de cette coopération élaborée ou bien installée entre-temps par le président Dr. C'est dans un état piteux. La coopération avec l'Asie de façon générale et le Bénin aujourd'hui est dans un état piteux. Je parle parce que j'ai les preuves avec moi. C'est pas parce que les Indiens, c'est pas parce que les Chinois déversent leurs produits de l'industrie légère, les portables, consoles, les gadgets là, au Bénin que on dirait que les artistes sont présents. Mais les artistes sont présents où? Nulle part. Donc, avec le Japon, avec l'Asie, la coopération est dans un état piteux. Je ne dis même pas passable. Alors, voir assez bien, non, pas du tout. Avec le Japon, le Japonais aujourd'hui, tout ce qu'il nous donne, c'est quoi? On va reprendre les volontaires, à produire les volontaires au Bénin, tout ça là. Alors que au temps du docteur Eboni, c'est 50 volontaires. Nous sommes allés jusqu'au nombre de 50 volontaires par année au Bénin. Et dès lors, les Béninois commençaient pas à comprendre que le japonais est différent du chinois, différent de l'indien, différent du thaïlandais, différent du vietnamien, différent, je ne sais pas, de laotien, etc., du cambodgien, etc. Même les populations analphabètes, nous ne commençons pas à faire ce constat. Malheureusement, tout ça a été stoppé. Merci donc, beaucoup. dans un état piteux, il va falloir, pour le président, nous rassembler aujourd'hui et non demain. Non, quand je dis non, Béninoises et Béninois qui avons été frustrés, père à l'âme de tous ceux qui sont décédés de façon injuste. Ceux qui sont tombés sur les balles, des chars, fusils qu'on sort, père à leur âme. Le président Talon demande pardon, nous le pardonnons, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut que dans les... il faut que, je lui impose aucune date, mais il faut que très vite, les Béninoises et les Béninois qui ont quitté le Bénin, malgré eux, soient amnistiés, qu'ils reviennent au pays, qu'il y ait ce dialogue, et que nous nous comprenons, que nous nous embrassons, que nous pardonnons, et que le Bénin soit ensuite replacé sur le but du développement. Que nos jeunes, mes compatriotes jeunes, qui sont dans les geôles du Bénin, c'est-à-dire dans les prisons, et qui n'ont pas commis de crimes économiques ou financiers, soient libérés et que le Bénin retrouve, disons, cette paix qui lui est particulière. Le président Hubert Maga était mon papa spirituel et il a dit je vous laisse comme cadeau ce pays-là, la paix. Ce qui a été repris par le président Kérékou Mathieu et entretenu par le docteur Eboni.
Mais pourquoi aujourd'hui on va nous mettre à genoux de 2016 jusqu'à présent? Nous allons, avant de conclure cet entretien, balancer un peu sur ce qu'attend le Bénin dans quelques mois. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici janvier prochain, janvier 2026, nous allons aborder les élections générales. Il s'agira des élections communales, législatives et après, l'élection présidentielle va suivre. Parlant justement des élections, je voudrais rappeler que vous avez été candidat aux élections législatives de janvier 2023. Comment avez-vous vécu votre échec à cette élection? Merci beaucoup, M. Jonas. Je ne me reconnais pas comme étant candidat malheureux. Non. Nous étions partis de nulle part. Et sur 4 sièges dans la nouvelle circonscription, nous avons décroché 2 sièges contre 2 obtenus par les partis politiques de la mouvance. Peut-on parler d'échec? Les élections 2026 qui viennent, est-ce que vous avez un scoop à nous donner concernant vous concernant personnellement? Oui, je suis après tout un démocrate. Je suis né démocrate. Je ne peux plus changer. Je n'aime pas le vagabondage politique. Et les démocrates sont caractérisés par, disons, un esprit de la paix et de la guerre. Un esprit de justice. Nous sommes épris de justice. Je soutenais contre vents et marées, eh bien, ce parti-là. Dites-nous, la présidentielle de 2026, l'après-rupture, après 10 ans, quel type de président vous aimeriez avoir? Évidemment, je l'ai dit tantôt, j'aimerais avoir un président comme le général Mathieu Kékou et surtout le président Yaya Boni. Un président qui n'a peur de rien, mais qui a Dieu dans son cœur, qui a la crainte de Dieu. Un président qui a la crainte de Dieu. Le nôtre là, qui avait dit en tant que le pardon peut être... Je ne veux pas ce président-là, non. Talon, non, pas un président comme Talon. Lui, heureusement, a reconnu qu'il a commis des erreurs. Je ferai partie de ceux qui vont œuvrer pour que le peuple le pardonne. Le pardon a toujours été une valeur humaine qu'on doit préserver, quelle soit la forme égale. Il faut pardonner. Sinon, on ne peut pas vivre en communauté. Nous ne sommes pas des chiens, des éléphants. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. En une phrase, un mot pour conclure. Prions que tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, est la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu, on ne pouvait plus avoir envie d'amasser des richesses de ce monde-là pour vous seul. Moi, la seule richesse que je voudrais laisser à ma progéniture, c'est la foi en Dieu. Quelle que soit leur intelligence, ayez la crainte de Dieu. Dès que vous avez la crainte de Dieu, selon mes expériences, dès que vous avez la crainte de Dieu, vous avez assez à tout, vous pouvez aller n'importe où. Moi, j'ai été milliardaire dans ma vie. J'ai écrit des livres en japonais qui sont là dans ma bibliothèque. Là. J'ai écrit des livres en japonais. Et je suis enseigné dans les manuels scolaires au Japon depuis 2010, à l'instar de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. À la page 75, vous allez voir Zomaon Tosusi Ruffer. Et vous allez voir Nelson Mandela sont les Noirs modèles que nous, Conseil national de l'éducation, vous devons enseigner aux populations présentes et futures du Japon. C'est une richesse incommensurable. On ne peut pas l'acheter. Ça coûte plusieurs milliards. Et j'ai pris tous ces milliards-là pour investir dans quoi? Dans la construction des écoles primaires, dans des villages dont je ne suis même pas originaire, du nord au sud, de l'est. Même chez Talon, là, moi, j'ai investi là. Et je n'étais pas ambassadeur, je n'étais pas conseiller spécial. Quand mes livres sont parus au Japon en septembre 1999, 2 semaines après, c'était déclaré best-seller. Et j'ai eu plus de 2 millions de dollars US. Et je n'ai pas eu envie d'aller acheter une villa sur la Côte d'Azur en France, non. Parce que c'est la crainte de Dieu. Bref, ayons la crainte de Dieu, nous allons être utiles dans notre pays et à l'humanité. C'est la richesse. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur Dessoussir Rufin Zomaou. Vous étiez l'ambassade extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près le Japon. Vous êtes aujourd'hui président de l'ONG internationale IFE. Nous étions avec vous à votre domicile. Vous nous parliez de votre expérience aux côtés du président de la République de 2006 à 2016, Dr Touma Boni Yayi. Voilà. Et surtout des expériences que vous avez accomplies ensemble, du modèle de la diplomatie qu'il a
a développé et qui a permis donc au Bénin de décrocher certains appuis de plusieurs pays du monde. Notamment, vous avez développé aujourd'hui les retombées de la coopération entre le Bénin et le Japon et surtout les secteurs qui ont été véritablement impactés. Merci une fois encore de nous avoir donné tous ces développements. Merci chers amis, vous qui nous avez suivis. À très bientôt. Au revoir.